À la réunion, ma sœur m'a enlevé la chaise. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Mes parents ont applaudi. Ils ne savaient pas que la réunion avait lieu dans mon immeuble et que l'entreprise de 900 millions de dollars qui les finance était à moi. Alors j'ai appelé la sécurité. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une merveilleuse journée, où que tu sois. J'aimerais que tu écrives en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Ma vie a deux faces. Pour le monde extérieur, ou plutôt pour le petit monde étouffant de ma famille, je suis Valentina Moral, la brebis noire, la fille qui a perdu le chemin, celle qui se contente de peu et vit au jour le jour. Pour eux je suis une déception ambulante de 32 ans, qui porte des t-shirts basiques et refuse de se marier avec un homme riche. Mais il y a une autre face, une qui brille comme la lumière dorée de l'aube sur les gratte-ciel de Mexico. Cette face-là, c'est celle de la propriétaire et fondatrice du groupe Aurora, l'empire d'hôtellerie boutique le plus exclusif du pays. J'étais en train de tailler mes rosiers sur la terrasse de mon Penthouse. C'est un rituel qui me garde saine d'esprit. Mes mains, même si maintenant elles signent des chèques à 7 chiffres, n'ont pas oublié la texture de la terre. D'ici en haut, le bruit de la ville n'est plus qu'un murmure lointain, presque hypnotique. L'air est plus pur à cette hauteur et la solitude est un luxe que j'ai appris à chérir comme un diamant rare. La sonnerie de mon téléphone a brisé la paix. Ce n'était pas le téléphone crypté que j'utilise pour les affaires, mais le vieux portable avec l'écran fissuré que je garde uniquement pour les urgences familiales. Et par « urgence », je veux dire les caprices de ma mère. J'ai soupiré en posant les ciseaux de taille sur la table en teck. Sur l'écran clignotait le nom « Maman ». Pas « Maman chérie », pas « Maman adorée », juste « Maman ». Un mot qui devrait faire penser à de la chaleur et des biscuits au four, mais qui, dans mon cas, a le goût du vinaigre et des critiques non demandées. Oui, répondis-je en essayant de garder une voix neutre. Valentina, tu réponds enfin. La voix de Claudia Moral, ma mère, a crié dans l'écouteur, si aiguë que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je t'ai appelé 3 fois. Qu'est-ce que tu fais de si important? Tu dors encore jusqu'à tard? Il était 8 heures du matin, un mardi. J'étais réveillé depuis 5 heures, j'avais déjà vérifié les rapports d'occupation de nos hôtels à Tulum et Los Cabos, et j'avais fini une séance de yoga avant de sortir au jardin. Je suis occupé, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toujours occupé à ne rien faire. Elle a soufflé avec ce ton méprisant qu'elle a perfectionné depuis plus de 30 ans. Écoute bien, parce que je ne vais pas le répéter. Demain à 9 heures précises, je te veux à l'hôtel Casa de Luz, dans le lobby. Et pour l'amour de Dieu, prends une douche et mets quelque chose de correct. Pas tes fringues de clocharde. Je suis resté glacé. Casa de Luz, mon bijou. L'hôtel phare de ma chaîne, situé au cœur du quartier financier de la ville. Un bâtiment que j'ai restauré brique par brique, transformant une ruine coloniale en destination préférée des célébrités et des magnats. À Casa de Luz, demandai-je en feignant l'ignorance. Pourquoi faire? C'est très cher pour vous, maman. Ne sois pas insolente, intervint une deuxième voix sur la ligne. Isabella, ma sœur aînée. Bien sûr qu'elle écoutait sur le haut-parleur. On ne va pas y loger, idiote. On va à une réunion d'affaires cruciale. Papa a obtenu un rendez-vous avec les représentants du fonds d'investissement qui gère l'hôtel. C'est notre dernière chance pour sauver Moral Events. Moral Events, l'entreprise d'organisation d'événements de la famille. Une société qui fut autrefois respectable sous la direction de mon grand-père, mais que mon père et ma sœur ont menée au bord de la faillite avec leur gestion vaniteuse et leurs dépenses absurdes. Et moi, je fais quoi là-dedans? Demandai-je en arrachant une feuille sèche d'un rosier. Le fonds exige que nous soyons tous là, dit mon père, Hector, en rejoignant la conférence. Sa voix sonnait fatiguée, mais remplie de cette arrogance habituelle. Apparemment, ils ont vérifié les antécédents familiaux et veulent voir tous les membres vivants de la lignée morale avant de lâcher un centime. Ce doit être une formalité bureaucratique. On a besoin de toi pour faire du remplissage, Valentina. Et pour que tu prennes des notes, Isabella sera très occupée à diriger la présentation. Elle ne peut pas perdre du temps à écrire. Faire du remplissage, prendre des notes. C'était mon rôle dans l'univers des morales, être le meuble, l'accessoire, la secrétaire non payée. J'ai du travail demain, mentis-je. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Gérer Aurora est un travail à plein temps, mais eux ne le savaient pas.
Du travail? Isabella a éclaté de rire, un rire cruel. Qu'est-ce que tu vas faire? Vendre des petits bracelets au marché? Promener les chiens des voisins? Ne me fais pas rire, Val. Annule ce que tu as. Il s'agit de l'héritage de la famille. Si tu ne viens pas et qu'on perd cet investissement à cause de toi, je te jure que papa te déshérite définitivement. J'ai failli rire. Me déshériter de quoi? Des dettes de la maison hypothéquées jusqu'au toit? La seule chose de valeur qu'on avait, la maison de grand-mère Sophia, était dans un flou juridique qu'il pensait contrôler, mais que moi je surveillais de près. D'accord, dis-je en adoucissant ma voix pour paraître soumise. Ça faisait partie du plan que Diego, ma main droite, et moi avions tracé. S'il voulait de l'argent, il devrait venir sur mon terrain. Je serai là à 9 heures. Les des vêtements corrects, Valentina, répéta ma mère. Ne me fais pas honte devant des gens de cette catégorie. Ces gens sentent l'argent et la classe. Je ne veux pas qu'ils sentent ton échec. Ils ont raccroché sans dire au revoir. Je suis resté à regarder l'écran noir du téléphone. Ils sentent l'échec, avait-elle dit. Mais si seulement ils savaient. Demain, ils ne sentiraient pas mon échec. Demain, ils entreraient dans la gueule du loup, et le loup, c'était moi. J'ai levé les yeux vers la structure de verre de la tour voisine, puis j'ai regardé vers le bas le trafic dense de la ville. Casa de Luz n'était pas seulement un hôtel, c'était mon sanctuaire, mon œuvre maîtresse et ma forteresse. J'avais passé des années à le construire dans l'ombre, en utilisant des sociétés écrans et des prête-noms légaux pour que mon nom de famille n'apparaisse jamais dans les registres publics que ma sœur aurait pu fouiller. Diego, mon assistant exécutif et le visage du groupe Aurora pour le monde extérieur, m'a envoyé un message à ce moment-là sur le téléphone crypté. L'appât est posé, chef. Ils ont confirmé leur présence. Ils ont peur. Ils sont désespérés. On lance le protocole miroir? J'ai écrit un seul mot, exécuté. Demain, ma famille rencontrerait le véritable propriétaire de son destin, mais d'abord, il devrait monter dans l'ascenseur. Et je savais, avec une certitude chirurgicale, que ce trajet en ascenseur serait le début de leur fin. Je suis arrivé dans le lobby de Casa de Luz à 8h55. L'hôtel est un mélange impressionnant d'architecture coloniale mexicaine et de modernisme minimaliste, murs en pierre volcanique, poutres de bois ancien récupérées et un atrium de verre qui laisse entrer la lumière naturelle, créant un jeu d'ombre qui change selon l'heure du jour. L'air sent le copal, les agrumes et les bois précieux, un parfum personnalisé que j'ai fait créer à Grasse, en France. Je portais ce dans quoi je me sentais le plus à l'aise, un pantalon de lin noir, parfaitement coupé, une blouse en soie blanche sans manches et des mocassins en cuir souple faits à la main en Italie. Je ne portais pas de maquillage, seulement de la crème hydratante et de la crème solaire. Mes cheveux étaient attachés en une queue de cheval basse, lisse. Pas de bijoux, sauf une petite montre vintage à mon poignet qui avait appartenu à ma grand-mère. C'était la définition du luxe silencieux, ce genre de richesse qui n'a pas besoin de crier des marques pour être évidente. Mais pour les yeux superficiels et inexpérimentés de ma famille, j'avais simplement l'air, simple. Je les ai vus entrer par la porte tambour comme un ouragan de mauvais goût. Isabella en tête, comme toujours. Elle portait une robe rouge vif, beaucoup trop moulante pour une réunion d'affaires le matin, avec un décolleté qui criait la désespération. À son bras pendait un sac avec le logo d'une marque française imprimé partout. Je savais que c'était une imitation de « Superluxe » achetée au quartier chinois parce que la couture de l'anse était légèrement de travers. Ses talons résonnaient sur le sol en marbre travertin avec un « clac-clac » agressif. Derrière, mes parents. Mon père, Hector, avec un costume gris qui avait connu de meilleurs jours. Le tissu brillait au coude à force d'usure, même s'il marchait le torse gonflé comme s'il était le propriétaire du lieu. Ma mère, Claudia, portait un ensemble en tweed rose pastel et un chapeau, essayant d'imiter la royauté britannique, mais ressemblant plutôt à une figurante d'un feuilleton cheap des années 90. Ils se sont arrêtés au milieu du lobby, regardant vers le haut, vers les lustres en verre soufflé, la bouche ouverte. Ce n'était pas de l'admiration sincère, c'était la cupidité qui brillait dans leurs yeux. Ils étaient en train de calculer combien tout ça devait coûter. Je me suis approché d'eux. « Bonjour », dis-je doucement. Isabella sursauta et se retourna. Elle m'a scanné de haut en bas avec une grimace de dégoût qu'elle ne s'est même pas donné la peine de cacher. « Oh mon Dieu, Valentina », susurra-t-elle avec venin. « C'est le mieux que tu aies trouvé ? On dirait une serveuse en congé. »
Ce pantalon vient du marché, non? Et ils sont confortables, répondis-je en ignorant le fait qu'il coûtait plus cher que sa voiture. Et je suis propre, maman, comme tu as demandé. Ma mère ajusta son chapeau, nerveuse, en regardant les clients qui passaient, des gens élégants, des hommes d'affaires internationaux, des touristes fortunés. Mets-toi derrière nous, ordonna ma mère à voix basse. Si quelqu'un demande, tu es l'assistante stagiaire. Tu ne parles que si on te parle. Et s'il te plaît, cache tes mains. Tu as encore de la terre sous les ongles. J'ai regardé mes mains. Elles étaient impeccables, à part une petite égratignure du rosier. Mais pour elle, je serais toujours sale. Nous sommes allés vers les ascenseurs. Il y avait une rangée d'ascenseurs, normaux, et, au fond, un ascenseur privé en verre avec des détails dorés, réservé aux pantous et aux salles de réunion exécutives. Un agent de sécurité en costume noir impeccable se tenait à côté. Mon père se dirigea directement vers l'ascenseur privé, en supposant que son importance lui donnait automatiquement accès. Le garde fit un pas en avant, lui barrant le passage avec politesse mais fermeté. « Excusez-moi, monsieur. Cet ascenseur nécessite une carte d'accès niveau platine ou supérieur. » Mon père devint rouge. « Vous ne savez pas qui je suis. Je suis Hector Moral. J'ai une réunion avec la direction. Ils nous attendent. » « Je suis désolé, monsieur, répondit le garde, impassible. Sans carte, vous devez utiliser les ascenseurs sur la gauche et vous annoncer à la réception au 40 étages. C'est du jamais vu, hurla Isabella en secouant sa crinière teinte en blond. Je vais faire en sorte que tu sois renvoyé. Quand nous aurons signé le contrat, tu seras le premier à être mis dehors, imbécile. Je ressentis une honte pour eux, mélangée à une colère froide. Ce garde, Miguel, était un ex-marine que j'avais moi-même engagé. Il avait une femme et 2 enfants et la patience d'un saint. Je fis un pas en avant, me plaçant discrètement derrière mon père. Je sortis ma main de ma poche, cachant la carte noire en titane dans ma paume. En passant près du capteur, je fis un mouvement subtil, presque invisible. Bip. Les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent doucement. Ah, s'exclama mon père, triomphant, croyant que son intimidation avait marché ou que le système avait reconnu sa grandeur. Tu vois? Il suffit de leur parler avec autorité. Allons-y. Ils entrèrent en se poussant. Je montai en dernier. L'intérieur de l'ascenseur était petit, conçu pour l'intimité, avec des miroirs sur 3 murs et un sol en velours rouge. Dès que les portes se sont refermées et que nous avons commencé à monter, l'air est devenu lourd. Isabella plissa le nez et commença à s'éventer avec la main. « Le PFF, dit-elle en regardant mon reflet dans le miroir. Ça sent l'humidité, le cheap. Valentina, je t'avais dit de rester loin. Ton odeur de transport public se colle à ma robe de créateur. C'est de la soie italienne, Isabella, murmurai-je. Et je me suis lavé avec du savon au santal. Eh bien, ça sent le chien mouillé, insista-t-elle en se vaporisant un parfum bon marché sur le cou, remplissant la cabine d'un nuage chimique étouffant. Colle-toi au coin. Je ne veux pas que tu me touches. Je me suis collé contre la paroi en verre du fond. Pendant que nous montions, la ville se déployait à mes pieds. Je voyais les voitures devenir des fourmis, les bâtiments des maquettes. Ma famille me tournait le dos, littéralement et symboliquement. Regarde ça, papa, disait Isabella en montrant la vue. Quand on aura l'argent, je vais m'acheter un bureau ici, tout en haut. Je viendrai chaque jour pour regarder les pauvres depuis le ciel. Tu le mérites, princesse, dit mon père en lui donnant une tape sur l'épaule. Tu es né pour les hauteurs, pas comme d'autres, qui sont nés pour ramper. Mes parents ont ri. Un rire complice, petit et cruel. Je n'ai rien dit. Je regardais mon propre reflet dans le verre. Une femme habillée de noir et de blanc, invisible dans le coin. Mais dans mes yeux, il n'y avait pas de défaite, il y avait un compte à rebours. Nous arrivions au 50 étage, mon territoire. Et ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient enfermés dans une boîte de verre avec la bête qu'ils provoquaient. L'ascenseur émit un petit « digne » en arrivant au 50. Les portes s'ouvrirent sur le Sky Lobby, l'antichambre du pouvoir du groupe Aurora. Si le lobby du bas était impressionnant, cet étage était intimidant. Tout était blanc et vert, avec des œuvres d'art modernes qui valaient plus que la dette entière de ma famille, accrochées au mur avec une négligence étudiée. Il n'y avait pas de réception traditionnelle,
seulement un bureau flottant en marbre noir où une jeune femme tapait sur un iMac de dernière génération. C'était Sophia, ma chef de réception exécutive, une femme brillante qui parlait 5 langues. Ma famille est sortie de l'ascenseur avec les pas hésitants de ceux qui entrent dans un temple étranger, mais qui font semblant d'en être les grands prêtres. Je suis sorti derrière, en gardant ma distance de « petite assistante qui pue ». Bonjour, dit mon père en s'approchant du bureau avec cette fausse galanterie qu'il utilise pour cacher son insécurité. Nous sommes les morales. Nous avons rendez-vous. Il consulta un papier froissé qu'il sortit de sa poche. Avec Monsieur Diego Riva. Sophia leva les yeux. Son visage était un masque de professionnalisme parfait, mais j'ai vu l'étincelle de reconnaissance dans ses yeux quand son regard a dépassé l'épaule de mon père pour rencontrer le mien. Pendant une fraction de seconde, ses lèvres se sont courbées en un sourire chaleureux et respectueux. Elle commença à se lever, un geste automatique de déférence envers moi, la propriétaire, la patronne, comme m'appellent affectueusement les employés vétérans. Je portai aussitôt un doigt à mes lèvres dans un geste subtil, et fis un petit signe de tête pour dire non. Sophia, intelligente comme toujours, comprit immédiatement. Elle se rasseyait. Son expression se refroidit légèrement lorsqu'elle s'adressa à ma famille. Bien sûr. Monsieur Riva vous attend dans la salle panoramique 1. Son ton était courtois, mais sans la chaleur qu'elle m'avait offerte une seconde plus tôt. Et donc, aboya Isabella en tapant le marbre de ses faux ongles. Tu vas nous accompagner où on doit deviner le chemin. Le service ici laisse à désirer pour un 5 étoiles. Sophia cligna des yeux lentement, avec cette patience qu'on garde pour les enfants mal élevés. Le couloir à votre droite, au fond, la double porte en verre. Vous ne pouvez pas la rater. Ma mère lâcha un soupir indigné. Quelle impolitesse. De mon temps, on nous accompagnait jusqu'à la chaise et on nous servait un café avant même de demander notre nom. Hector, note le nom de cette fille. Quand on sera partenaire, ce sera la deuxième à être mise dehors, après le garde d'en bas. Ne vous inquiétez pas, maman, papa, dis-je en avançant d'un pas. Je sais où c'est. Qu'est-ce que tu pourrais savoir, idiote, me lança Isabella. Tu n'as jamais mis les pieds dans un endroit comme ça de ta vie. Tu te perdrais aux toilettes. Il y a des panneaux, Isabella, répondis-je calmement, en pointant une plaque discrète en acier sur le mur. Nous avons marché dans le couloir. Le sol était recouvert d'une moquette si épaisse qu'elle absorbait presque tous les sons, sauf le claquement furieux des talons de ma sœur. Tout le long, nous avons croisé plusieurs membres du personnel. Un sommelier portant une bouteille de vin de collection, 2 cadres discutant en japonais, une équipe de nettoyage en uniformes impeccables. Ce que ma famille n'a pas remarqué, trop occupée par sa propre importance, c'est la chorégraphie subtile autour de nous. Chaque employé qui passait, en me voyant, se tendait légèrement, redressait le dos, baissait la tête dans un geste de respect presque imperceptible. Le sommelier s'est collé au mur pour nous laisser passer, en murmurant un « bonjour » qui m'était clairement adressé à moi, et pas à l'homme en costume gris qui marchait devant. « Tu vois ça, Claudia » dit mon père en gonflant la poitrine en voyant la réaction du sommelier. « On voit bien qu'ici, ils savent reconnaître un gentleman. Tu as vu comment il s'est incliné ? Ça, c'est du respect. » Bien sûr, mon chéri, répondit ma mère en s'accrochant à son bras. Nous avons toujours le port des morales. L'argent va et vient, mais la classe est éternelle. J'ai failli éclater de rire, mais j'ai transformé ça en un petit raclement de gorge. De la classe. Ils n'avaient aucune idée. Ce respect n'était pas pour leur nom de famille rouillé, c'était de la loyauté, et un peu de peur, pour la femme qui marchait derrière eux, habillée comme une pauvre, mais qui payait les crédits immobiliers de tous les employés, finançait les bourses d'études de leurs enfants, et connaissait le nom de chacun. Pour ma famille, j'étais invisible. Pour le bâtiment, j'étais le soleil autour duquel tournait tout le système. Dépêche-toi, Valentina, me cria Isabella sans se retourner. Arrête de traîner les pieds. On dirait une tortue. J'arrive, répondis-je docilement. Nous sommes arrivés à la grande double porte en verre dépoli au bout du couloir. Il y avait un système de sécurité biométrique, mais aujourd'hui la porte était déverrouillée, en attente de ses victimes. Isabella s'arrêta devant pour se remettre du rouge à lèvres en utilisant le reflet du verre. « Ah très bien, dit-elle en se donnant un dernier regard d'approbation. Écoutez tous. Je parle. Papa, toi tu hoches la tête et tu te montres patriarcal. Maman, toi tu fais la dame élégante et silencieuse.
Et toi, Valentina, essaie de ne pas respirer trop fort. Si on demande qui tu es, tu dis que tu es la stagiaire des archives. Tu ne dis pas que tu es ma sœur. Quelle honte d'expliquer pourquoi une morale se présente comme ça. Compris, dis-je. Isabella poussa les portes avec un geste théâtral. Allons briller, famille, s'exclama-t-elle. Ils entrèrent. Je restai une seconde sur le seuil, sentant l'air froid de la climatisation me frapper le visage. Je pris une grande inspiration. C'était ma salle de réunion préférée. Je l'avais dessinée moi-même. Je connaissais chaque angle, chaque ombre, chaque secret de cette pièce. L'heure du spectacle était arrivée. La salle panoramique importait bien son nom. 3 de ses 4 murs étaient en verre du sol au plafond, offrant une vue à 270 degrés sur Mexico, qui coupait le souffle. De là-haut, la ville ressemblait à un circuit imprimé infini, vibrant et chaotique, à nos pieds. Au centre, une grande table massive en bois de noyer noir, polie jusqu'à ressembler à un miroir sombre, assez longue pour accueillir 20 personnes, mais aujourd'hui dressée seulement pour 5. La lumière du matin inondait la pièce, faisant briller les verres en cristal de baccarat rangés sur la table à côté des bouteilles d'eau minérale importées. Ma famille s'est figée un instant, écrasée par la quantité de luxe. Même Isabella, avec toute sa prétention, parut petite devant l'immensité de la vue. Sainte Vierge, murmura ma mère en portant la main à son collier de fausses perles. Hector, regarde ça. On voit même les volcans. Ça, c'est du pouvoir, dit mon père, la voix rauque de convoitise. C'est ce qu'on mérite. Imagine les fêtes qu'on pourrait faire ici. Je refermai la porte derrière moi doucement. Le bruit du verrou magnétique m'a semblé être le saut d'un tombeau. Mon premier regard alla directement à la tête de la table, l'extrémité qui tournait le dos à la meilleure vue, de façon à ce que la personne assise la puisse voir toute la salle et tous les présents. La chaise y était. Ce n'était pas une chaise comme les autres. C'était un fauteuil exécutif à haut dossier, recouvert de cuir de veau italien couleur cognac, avec des coutures faites à la main. Il était plus haut et plus large que les autres chaises de la salle. Sur l'appui-tête, gravé discrètement dans le cuir, il y avait des initiales, VM. Isabella se remit de son étonnement et son instinct de prédatrice s'activa. Ses yeux se posèrent sur le fauteuil de la tête de table. « C'est ma place », dit-elle en marchant droit vers lui, ses talons résonnant fort sur le parquet. Comme nouvelle CEO de Moral Events et futur associé de ce groupe, je dois projeter de l'autorité dès la première seconde. Elle fit le tour de la table en passant la main sur le bois poli comme si c'était déjà à elle. Elle arriva à la tête et posa ses 2 mains sur le dossier du fauteuil VM. « Isabella, dis-je sans pouvoir me retenir. Ce n'est pas ta chaise. » Elle se retourna brusquement vers moi, l'air incrédule. « Pardon ? C'est le meuble qui parle ? » « Cette chaise est pour le président du conseil, expliquai-je calmement, en restant près de la porte. Les invités s'assoient sur les côtés. C'est le protocole de base. Ne me parle pas de protocole, idiote, hurla-t-elle, le visage déformé par la colère. Je suis la présidente de notre entreprise. Je suis la chef ici. Et puis, regarde, il y a mes initiales. Bon, presque. Le M pour morale. Cette chaise m'attendait. Mon père s'approcha en riant nerveusement. Laisse-la, Valentina. Ta sœur a raison. Elle a une allure de présidente. Toi, assieds-toi quelque part où tu ne gênes pas. À ce moment-là, la porte latérale s'ouvrit et Diego entra. Diego Riva, ma main droite, portait un costume bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que les études universitaires que mes parents avaient refusées à Valentina. Il tenait une chemise en cuir sous le bras et son visage affichait un sérieux impénétrable. « Bonjour », dit Diego avec sa voix de baryton. Ma famille sursauta. Isabella essaya vite de s'asseoir sur le grand fauteuil, mais Diego fut plus rapide. D'un mouvement fluide, il posa une main sur la table, stoppant ma sœur d'un simple regard. « Excusez-moi, mademoiselle », dit Diego, doux mais ferme. « Ce fauteuil est réservé à la présidence du groupe Aurora. S'il vous plaît, asseyez-vous sur le côté droit de la table. » Isabella devint rouge de honte, puis pâle de rage. « Oh, bien sûr. Je testais juste l'ergonomie, balbutia-t-elle pour sauver un peu sa dignité. « Bien sûr, bien sûr. Viens, papa. » Ils s'assirent sur le côté droit. Mon père sur la première chaise, Isabella sur la deuxième,
clairement vexé de ne pas être en bout de table, et ma mère sur la troisième. Le côté gauche de la table restait complètement vide. Je marchais de ce côté-là. Il y avait une chaise confortable, identique au leur, juste en face de mon père. Mon idée était de m'asseoir là, observer, et laisser la comédie commencer. Je posai la main sur le dossier de la chaise, mais avant de pouvoir la tirer, Isabella allongea la jambe sous la table et donna un coup de pied violent dans le pied de la chaise que j'allais occuper. La chaise tourna et cogna la table avec un bruit sourd. « Non !» cria Isabella. Je me suis arrêté, la regardant droit dans les yeux. « Et qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Tu ne vas pas t'asseoir là ?» dit-elle avec un sourire cruel qui se dessina sur ses lèvres rouges. « Cette chaise, c'est pour les avocats ou les associés, des gens de niveau. Toi, tu es là comme assistante, tu te rappelles ? Pour meubler. Si tu t'assois là, ça équilibre la table, et tu as l'air d'une égale. Et toi, petite sœur, tu n'es pas une égale. » Je regardais mes parents, cherchant par vieux réflexe inutile un signe de défense. « Papa. » commençai-je. Mon père ne me regarda même pas. Il était occupé à admirer ses boutons de manchette dans le reflet de la table. « Écoute ta sœur, Valentina. Ne dérange pas la table. Ça fait plus professionnel si nous sommes nous trois d'un côté et les investisseurs en face. Toi, trouve-toi une place ailleurs. » Il montra vaguement le coin le plus éloigné de la salle, près d'un ficus artificiel et d'un distributeur d'eau. Là, appuyé contre le mur, il y avait un petit tabouret en plastique noir, du genre que les techniciens utilisent pour réparer les câbles du projecteur. Un siège bas, inconfortable et humiliant. « Voilà ta place, » dit Isabella en pointant le tabouret d'un doigt accusateur. Le coin des enfants punis. Ou plutôt, le coin des inutiles. Je sentis la chaleur monter dans mon cou. Ce n'était pas de la honte. C'était la rage de 10 ans d'humiliation concentrée dans un seul instant. Je regardais le tabouret, puis la chaise en cuir qu'on me refusait, puis la chaise de la tête, celle avec mes initiales, vide et qui attendait. Le silence s'étira dans la salle, tendu comme une corde de violon prête à casser. Diego, debout près du fauteuil de présidence, serra la mâchoire. Je vis ses jointures blanchir sur la chemise qu'il tenait. Je savais qu'il était à une seconde d'intervenir, de briser son rôle et de remettre ma sœur à sa place. Je lui lançai un regard rapide, presque invisible. « Non », lui dis-je avec les yeux. « Laisse-la creuser sa tombe un peu plus. » Diego expira lentement et recula d'un pas, retrouvant sa posture de statut professionnel, même si ses yeux lançaient des éclairs vers Isabella. Je marchai lentement vers la table, ignorant le tabouret. Je m'arrêtai juste en face d'Isabella. Je posai mes deux mains sur le noyer, en me penchant vers elle. « Je fais partie de cette famille, Isabella, » dis-je, ma voix basse mais claire. « Mon nom est aussi moral. Si l'entreprise coule, le nom que tu montres partout coule avec moi. J'ai le droit de m'asseoir à cette table. » Isabella éclata de rire, un rire strident qui rebondit sur les vitres comme le cri d'un oiseau de proie. « Un droit » répéta-t-elle en regardant mes parents comme si j'avais raconté la meilleure blague du monde. « Écoutez la petite. Elle croit qu'elle a des droits. » Elle se leva de sa chaise pour me faire face. Malgré ses talons de 12 centimètres, elle restait petite devant mon calme, mais son ego, lui, était gigantesque. « Regarde-moi bien, Valentina, » dit-elle en se pointant la poitrine du pouce. « Je suis la CEO. J'ai le MBA qu'on a payé. J'ai les contacts. Je suis le joli visage qui sort dans les magazines mondains. Toi, tu es un zéro à gauche. Tu ne rapportes pas d'argent, tu n'apportes pas d'idées, tu ne donnes pas d'image. Tu es seulement ici parce qu'un bureaucrate a exigé de voir l'arbre généalogique complet. Tu es une obligation technique, comme apporter l'acte de naissance ou la facture de l'électricité, rien de plus. » Elle donna un coup sec sur la table avec la paume. « Alors grave-toi bien ça dans ta petite tête vide. Tu n'as pas de voix ici. Tu as compris ? Tu n'as pas de voix ici. Ton opinion vaut moins que la clim de cette salle. Maintenant, bouge ton derrière raté jusqu'à ce tabouret, avant que j'appelle la sécurité pour qu'on te sorte d'ici pour insubordination. » Je restai immobile, digérant le venin. « Tu n'as pas de voix ici. » Je regardais ma mère. Claudia Moral se retouchait le nez avec sa poudre, faisant semblant de ne pas entendre, mais avec un petit sourire de satisfaction aux lèvres. Je regardais mon père. Hector Moral me regarda dans les yeux et, pendant une seconde,
j'y vis quelque chose comme de la pitié. Mais ce fut très bref, vite remplacé par sa lâcheté habituelle et son adoration aveugle pour Isabla. Et là, il se passa ce qui finit de casser le peu qui restait de mon cœur filial. Mon père hocha la tête lentement. « Ta sœur est dure, Valentina, mais elle est juste, dit-il. On a besoin de discipline pour réussir. Écoute-la. » Et il se mit à applaudir. Un applaudissement lent, sec. Clap. 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 Ma mère se joignit à lui. Clap. 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 Bravo, Isabla, s'exclama ma mère. Ça, c'est du leadership. Mettre de l'ordre dès le début. C'est comme ça qu'on gère une entreprise. Ils applaudissaient. Mes propres parents applaudissaient mon humiliation. Ils fêtaient le fait que leur fille aînée traite leur fille cadette comme un chien galeux. Je sentis quelque chose se débrancher en moi. Le dernier fil qui me reliait au besoin de leur approbation se rompit avec un petit bruit que seule mon âme pouvait entendre. La tristesse s'évapora, laissant à sa place une clarté froide, cristalline, absolue. Ils n'étaient plus mes parents, elle n'était plus ma sœur. C'étaient des étrangers. Des parasites, et moi j'étais l'hôte qui allait prendre une énorme dose de médecine pour les expulser. Je ne dis plus un mot. Je ne pleurais pas. Je ne criais pas. Je me retournai avec une dignité qui les déstabilisa un instant. Je marchais lentement, la tête haute, vers le coin de la salle. Le bruit de mes mocassins sur le sol était le seul son après l'arrêt des applaudissements. J'arrivai au tabouret en plastique noir. Je le pris. Il était froid et dur. Je m'assis dessus, croisai les jambes, et sortis un petit carnet et un stylo de ma poche. De ma position au fond, j'avais une vue parfaite de toute la salle. Je voyais leur dos, leur arrogance, et je voyais Diego qui me regardait de l'autre côté de la table avec une expression qui disait « Tu es prête ?» Je lui fis un clin d'œil, si rapide que personne d'autre ne le vit. « Allez-y » dis-je depuis mon coin, ma voix calme résonnant étrangement dans l'acoustique parfaite de la pièce. « Commencez. Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis muette. » Isabla souffla avec triomphe et se tourna vers Diego, en lissant sa robe. « Bien. Excusez pour le théâtre familial, monsieur Riva. Parfois, il faut remettre le personnel à sa place pour pouvoir travailler. » Je comprends parfaitement, dit Diego en ouvrant sa chemise avec une lenteur calculée. Commençons. Je suis très curieux d'entendre ce que vous avez à dire. Isabla se leva, connecta son ordinateur au système de projection que j'avais conçu moi-même pour être intuitif. Heureusement pour elle, et l'écran géant derrière le fauteuil de présidence s'alluma. Messieurs, commença Isabla en prenant son ton de commerciale experte. Préparez-vous à être ébloui par le futur. J'ouvris mon carnet. J'écrivis une seule ligne. L'heure de décès de Moral Events, 9h15 du matin. La présentation d'Isabla fut, en un mot, un massacre intellectuel. Sur l'écran de 80 pouces apparut le titre. Renaissance morale, synergie de luxe et tradition. La typographie était un mélange affreux de comic sans et de lettres gothiques dorées qui faisaient mal aux yeux. En fond, une photo pixelisée d'un mariage qu'ils avaient organisé 5 ans plus tôt, étirée jusqu'à la déformation. Comme vous pouvez le voir, dit Isabla en gesticulant avec un pointeur laser qu'elle bougeait trop vite. Notre plan d'affaires se base sur le concept d'hyper-exclusivité. Nous allons arrêter de faire des événements pour la classe moyenne et nous concentrer seulement sur le 1% de la population. Diego, assis de l'autre côté de la table avec une posture impeccable, arqua un sourcil. La stratégie intéressante, mademoiselle Moral. Vu que vos états financiers actuels indiquent des dettes de 5 millions de pesos envers des fournisseurs de catering basiques, comment comptez-vous financer ce saut vers l'hyperluxe? Isabla ne broncha pas. L'ignorance est courageuse, et ma sœur était la femme la plus courageuse du monde dans ce domaine. L'excellente question, s'exclama-t-elle comme si Diego venait de la féliciter. Tout est dans le branding. Nous allons utiliser le capital d'investissement de Groupe Aurora pour redécorer nos bureaux, acheter des véhicules haut de gamme pour la direction, c'est-à-dire pour moi et papa, et lancer une campagne Instagram avec des influenceurs. Des véhicules haut de gamme, demanda Diego en notant quelque chose. C'est essentiel à l'opération? Bien sûr, intervint mon père, Hector, en se calant dans sa chaise et en jouant avec un stylo. L'image, c'est tout, mon garçon. Si j'arrive en Mercedes, je facture comme Mercedes. Si j'arrive en taxi, je facture comme taxi.
C'est l'économie de base. Depuis mon tabouret dans le coin, j'ai dû mordre l'intérieur de ma joue pour ne pas exploser de rire. L'économie de base. Mon père, l'homme qui avait mis les économies d'université de ma sœur dans une pyramide de vitamines, parlait d'économie de base. Isabella passa à la diapositive suivante. C'était un graphique en barre qui montrait en théorie les projections de croissance. Les barres montaient vers le ciel à un angle de 90 degrés, quelque chose de physiquement impossible dans n'importe quel marché réel. Et ici, nous avons les chiffres, dit-elle fièrement. Nous projetons un retour sur investissement de 5 cents % au premier trimestre. Diego ajusta ses lunettes. 500%. C'est optimiste. Sur quoi se basent ces calculs? Sur les synergies, répondit Isabella en lançant le mot comme des confettis. Les sur l'algorithme de blockchain, et sur l'intelligence artificielle émotionnelle. Elle mélangeait des mots à la mode lus sur Twitter sans avoir la moindre idée de ce qu'ils signifiaient. Blockchain et émotionnel dans la même phrase. C'en était douloureux. C'était comme regarder un enfant essayer de piloter un avion avec une manette de Xbox. Mademoiselle Morale, dit Diego, et son ton devint plus tranchant. Dans la diapo 4, dans la colonne des dépenses opérationnelles, vous listez des frais de représentation de 200 000 pesos par mois, mais le coût de la masse salariale pour tout votre personnel technique n'est que de 50 000. Vous êtes en train de me dire que vous dépensez 4 fois plus en dîner et voyages qu'en gens qui font réellement le travail? Isabella cligna des yeux, confuse. Eh bien, le talent est bon marché, l'inspiration est chère. J'ai besoin de voyager à Paris et Milan pour ramener des tendances. Ce sont des frais vitaux. Et dans votre projection de flux de trésorerie, continua Diego, implacable. Vous affirmez que si nous investissons 10 millions maintenant, vous aurez 50 millions dans 6 mois. Mais si on applique le taux d'intérêt composé que vous mentionnez en note de bas de page et qu'on soustrait les passifs circulants que vous avez oubliés à la page 2. Diego fit une pause, faisant semblant de calculer. Les chiffres ne tiennent pas. En réalité, ils sont négatifs. Un silence lourd tomba sur la salle. Isabella devint pâle. Elle regarda papa pour demander de l'aide. Hector s'éclaircit la gorge. Eh bien, les chiffres sont flexibles, jeune homme. Ce sont des estimations. Non, dis-je. Le mot sortit de ma bouche avant que je ne puisse le retenir. C'était instinctif, un réflexe de quelqu'un qui ne supporte pas l'incompétence flagrante. Tout le monde se tourna vers mon coin. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Isabella, les yeux plissés. Je me levai lentement, à côté de mon tabouret. Je pointai l'écran du doigt. J'ai dit non. Le calcul de Diego est correct, mais il est encore gentil. Isabella, tu as calculé la marge brute sur le prix de vente, pas sur le coût, et tu as oublié de déduire la TVA et l'impôt sur les sociétés. Avec ta structure de coût actuelle, pour chaque peso que tu factures, tu perds 30 centimes. Si tu développes l'entreprise comme tu le proposes, tu ne vas pas gagner 50 millions. Tu vas être en faillite technique dans exactement 45 jours. La salle resta silencieuse comme un tombeau. Ma mère me regardait la bouche ouverte. Mon père fronçait les sourcils, perdu. Isabella me regardait comme si j'avais 2 têtes. De quoi tu parles, folle, cracha Isabella. Tu ne sais même pas faire 2 plus 2. Rassieds-toi. Je parle d'EBITDA, Isabella, dis-je en avançant d'un pas vers la lumière. Je parle du fait que ton plan d'affaires est un suicide financier déguisé en PowerPoint joli. Tu demandes de l'argent pour creuser ta propre tombe plus vite. Tais-toi, cria mon père en frappant la table. Comment oses-tu interrompre? Excuse-toi tout de suite. Non, dit Diego. Cette fois, c'est la voix de Diego qui coupa l'air. Tous se tournèrent vers lui. L'assistante a raison, dit Diego en me regardant avec une lueur de fierté dans les yeux. Son analyse est mathématiquement parfaite. Faillite en 45 jours. Isabella regardait Diego, puis moi, puis Diego encore, sans comprendre. Comment sa sœur, ratée, pouvait-elle savoir plus qu'elle? C'est ridicule, souffla Isabella en refermant brusquement son ordinateur. Clairement, ce monsieur ne comprend rien à notre vision et il écoute les délires de ma sœur jalouse. Si vous ne voulez pas investir, nous irons ailleurs. Il y a une file d'investisseurs qui attendent. Asseyez-vous, mademoiselle Morale, dit Diego, sa voix descendant d'un ton, devenant dangereuse. Personne ne part pour l'instant.
Nous n'avons pas encore atteint la partie intéressante de la réunion. Diego sortit une chemise noire de sous la table, la fit glisser sur la surface polie jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant mon père. Le groupe Aurora est prêt à sauver votre entreprise, dit Diego. Et à payer vos dettes personnelles. Mais il y a une condition. Une seule. Et elle n'est pas négociable. L'atmosphère changea immédiatement. La tension liée à l'incompétence d'Isabella s'évapora, remplacée par une avidité électrique. Le mot « sauver » a agi comme une drogue dans le cerveau de mes parents. « Le sauver » répéta mon père, les mains tremblant légèrement en touchant la chemise noire. « Payer les dettes personnelles aussi ?»« Le club de golf, inclus ?»« À tout » confirma Diego en croisant les mains. « Le nettoyage complet. Injection de capital. On efface tout et on recommence. » Isabella se laissa tomber dans sa chaise, son arrogance revenant d'un coup. « Je le savais » dit-elle en me lançant un regard de triomphe. Je savais qu'il faisait les difficiles juste pour négocier. À la fin, le talent gagne toujours. Ils savent qu'on est une mine d'or. Ouvrez la chemise, ordonna Diego. Mon père ouvrit avec respect. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul document, agrafé, sur papier bleu légal. Mais qu'est-ce que c'est ? Demanda mon père en plissant les yeux pour lire les petites lettres. Le contrat de cession de droits et garantie hypothécaire. C'est simple, expliqua Diego. Le groupe Aurora va couvrir vos 5 millions de dettes et vous donner une ligne de crédit supplémentaire de 5 millions. En échange, nous demandons une garantie réelle, un actif tangible. Quel actif ? Demanda ma mère. On a déjà hypothéqué la maison de Loma, l'appartement d'Acapulco, et même les voitures. On n'a plus rien à notre nom. À votre nom, non, dit Diego avec une froideur chirurgicale. Mais au nom de la famille morale, oui. La propriété située rue Francisco Sosa, à Coyoacán. La grande maison coloniale. L'air quitta mes poumons. La maison de grand-mère Sofia. Cette maison, ce n'était pas que des briques et du ciment. C'était mon enfance. Le seul endroit où j'étais heureuse. Là où ma grand-mère m'avait appris à cuisiner, à lire, à être forte, là où je me cachais quand Isabella me torturait ou que mes parents m'ignoraient. Grand-mère avait écrit dans son testament que la maison était pour ses petites filles, au pluriel, pour qu'on ait toujours un toit. Mais à cause d'une faille juridique et de l'incompétence des avocats de mon père, le titre de propriété restait dans un fideikommiso familial qui demandait la signature de tous les membres pour être vendu ou utilisé comme garantie. La maison de grand-mère, murmura Isabella. Ses yeux brillèrent, pas de nostalgie, mais de calcul. Ce vieux truc tombe en ruine, c'est plein d'humidité et de chats. Cette ruine est un patrimoine historique, dis-je depuis mon coin, la voix qui tremblait pour la première fois. Là elle vaut 3 fois plus que les dettes de l'entreprise. C'est tout ce qui reste de l'héritage de grand-mère. Tais-toi, me cria ma mère. Personne ne t'a demandé ton avis. Mon père lisait le document avec avidité. Alors, si on signe, on met la maison en garantie et vous nous donnez l'argent aujourd'hui même ? Exact, dit Diego. Mais il y a un détail. Le fideikommiso demande la signature de tous les bénéficiaires. Hector, Claudia, Isabella et Valentina. Toutes les têtes se tournèrent vers moi, dans le coin, sur mon tabouret. Isabella se leva, prit le document et un stylo Mont Blanc doré, probablement volé sur le bureau de papa, et marcha vers moi avec un sourire de prédatrice. « Eh bien, petite sœur, dit-elle en se plantant devant moi, en me tendant le papier. On dirait qu'au final, tu sers à quelque chose. Ta signature vaut de l'argent. Non, dis-je. Isabella cligna des yeux. Quoi ? Je ne vais pas signer, dis-je en me levant face à elle. Cette maison, on n'y touche pas. Grand-mère voulait que ce soit un refuge, pas une monnaie pour payer tes sacs et les caprices de papa. Et écoute-moi bien, imbécile, siffla Isabella en baissant la voix pour que Diego n'entende pas, même si moi je savais qu'il entendait tout. Mais tu vas signer, parce que si tu ne le fais pas, je te jure que tu vas le regretter. Ah oui, la défiai-je. Mais tu vas faire quoi ? Crier plus fort ? Isabella se tourna vers mes parents. Papa, cette ingrate veut nous ruiner. Elle dit qu'elle ne signera pas. Mon père sauta de sa chaise, la renversant. Son visage était rouge de rage. Il vint vers moi à grands pas lourds. Valentina Moral, tonna-t-il. Je t'ordonne de signer ce papier tout de suite.
Je suis ton père. Je t'ai donné la vie. Tu me dois obéissance. Tu m'as donné la vie et ensuite tu me l'as enlevée petit à petit, chaque jour avec ton indifférence, répondis-je en le regardant droit dans les yeux. Je ne te dois rien, et encore moins la maison de grand-mère. Elle m'aimait, moi. Vous, elle vous supportait. L'insolente, cria ma mère. Après tout ce qu'on a souffert, Isabella a besoin de cet argent pour son futur. C'est elle qui a du potentiel. Toi, tu es quoi? Rien. Une vieille fille amère. Signe pour le bien de ta sœur. Pour le bien de ma sœur, je laissai échapper un rire amer. La sœur qui vient de me dire que je n'ai pas de voix. Qui m'a mis sur un tabouret. Qui a honte de moi dans l'ascenseur. Je regardais Isabella. Tu veux ma signature, Isabella? Mais il y a 10 minutes, tu as dit que mon opinion valait moins que la clim. Que j'étais un zéro à gauche. C'était une façon de parler, hurla Isabella, paniquée en voyant les millions lui glisser entre les doigts. Arrête le drame, signe. Elle me colla le papier contre la poitrine, me poussant. Signe, putain. Signe. Sinon je fais en sorte que papa te mette à la porte aujourd'hui même. Tu vas finir dans la rue. Ça fait des années que je n'habite plus chez vous, Isabella, lui rappelai-je. Je vis dans mon monde. Un monde que tu ne peux même pas imaginer. Signe, cria-t-elle, en attrapant ma main et en essayant de me forcer à prendre le stylo. Ses ongles s'enfoncèrent dans mon poignet, me faisant mal. Ce fut la douleur physique qui brisa le dernier barrage. Je poussai Isabella. Ce n'était pas un coup violent, juste assez pour la faire lâcher. Mais elle, avec ses talons impossibles et son manque d'équilibre, trébucha. Elle tomba en arrière, atterrissant sur les fesses sur la moquette. Aïe, hurla-t-elle comme si on lui avait tiré dessus. Là elle m'a poussé. Papa, elle m'a agressé. Elle m'a fait mal au dos. Mon père rugit comme un animal blessé et leva la main pour me frapper. Sa main resta suspendue en l'air, tremblant de rage. Je ne clignais même pas des yeux. Je ne reculais pas. Je restais ferme, le regard planté dans le sien, avec une intensité qui le fit hésiter. Pour la première fois de sa vie, Hector Moral vit quelque chose dans sa fille cadette qui l'effraya. Il vit quelqu'un qui n'avait plus peur de lui. Vas-y, dis-je d'une voix basse, presque un murmure. Ose me frapper. Mais je te préviens, Hector, ce sera la dernière chose que tu feras de cette main. Mon père baissa lentement sa main, mais son visage restait tordu par la haine. Tu es morte pour moi, cracha-t-il. Si tu ne signes pas ce papier, oublie que tu as une famille. Oublie notre nom. Je vais t'effacer de tout. Tu n'es personne, tu es une ordure. Au sol, Isabella sanglotait de manière théâtrale en se frottant la hanche. Appelez la police, cria-t-elle. Cette sauvage m'a attaqué. Je veux qu'on l'arrête. Monsieur Riva, vous l'avez vu. C'est une criminelle. Ma mère courut l'aider, me lançant des regards de pur dégoût. Tu es un monstre, Valentina. Ta sœur essaie de sauver la famille et toi, tu l'attaques par pure jalousie. Tu as toujours été jalouse parce qu'elle brille et que toi, tu es l'ombre. Je m'éloignai d'eux, allant vers le centre de la salle. En passant, je donnai un coup de pied dans le tabouret en plastique noir, qui roula plus loin. Jalouse, demandai-je, ma voix prenant de la force. Jalouse de quoi, maman? De leurs dettes? De leurs mensonges? De sa vie vide remplie de choses fausses? Je me tournai vers Isabella, qui se relevait déjà avec l'aide de ma mère. Tu m'as traité de zéro, Isabella. Tu m'as retiré la chaise. Tu m'as dit que je n'avais pas de voix ici. Et vous, je pointai mes parents. Vous avez applaudi. Vous avez applaudi comme des phoques dans un cirque pendant qu'on humiliait votre propre fille. Parce que tu le mérites, cria Isabella. Parce que tu es inférieur. Accepte-le et signe. Je ne vais pas signer, dis-je, et je pris le contrat sur la table. Avec un mouvement lent et décidé, je le déchirai en deux. Ririp. Le son fut magnifique. Puis je rassemblai les deux morceaux et les redéchirai. Rip. Je laissai tomber les morceaux comme des confettis sur la table en noyer. C'est fini. Pas de maison. Pas d'argent. Pas de sauvetage. Isabella poussa un cri de frustration pure. Tu as tout ruiné.
Tout. Elle se jeta vers le téléphone de conférence au centre de la table. Je vais appeler la sécurité, hurla-t-elle en composant le 0 frénétiquement. Je vais faire en sorte qu'ils te sortent à coups de pied, qu'ils te traînent par le lobby pour que tout le monde voie la poubelle que tu es. Vas-y, dis-je en croisant les bras. Appelle. Isabella appuya sur le bouton, haut-parleur. Sécurité, cria-t-elle dans le micro. Sécurité. Ici Isabella Moral, la future associée. Il y a une intruse violente dans la salle panoramique 1. C'est une employée folle. Venez armés. Sortez-la immédiatement. Reçu, répondit une voix métallique et calme. L'équipe en route. Isabella raccrocha et me regarda avec un sourire sadique. Tu as entendu? Ton petit jeu est fini, Valentina. Ils vont te sortir menottée et je vais tout filmer pour mes réseaux. La chute de la sœur folle. Je vais faire des millions de vues. Elle sortit son téléphone et commença à me filmer, flash allumé droit dans mes yeux. Fais coucou à la caméra, raté. Dis adieu à ta dignité. Diego, resté silencieux, observait tout avec un calme inquiétant. Il referma doucement sa chemise, ajusta ses poignets de chemise et regarda sa montre. 3, 2, 1, murmura Diego. Les doubles portes de la salle s'ouvrirent brusquement avec un fracas qui fit vibrer les vitres. 4 hommes entrèrent. Ce n'étaient pas les agents de sécurité normaux du lobby. C'était l'équipe d'élite, la garde personnelle de la présidence. Ils portaient des tenues tactiques noires, discrètes mais intimidantes, avec des oreillettes. Ils étaient énormes, remplissant la pièce d'une autorité physique impossible à ignorer. En tête, il y avait Santiago, mon chef de sécurité personnelle, un homme d'environ 2 mètres, ex-force spéciale, avec une cicatrice sur le sourcil et une loyauté envers moi qui frôlait le religieux. Isabella sourit en baissant un peu son téléphone mais sans arrêter de filmer. Ils sont là, cria-t-elle en me pointant du doigt. Messieurs, c'est elle. Cette femme m'a agressé, elle a menacé Monsieur Riva. Sortez-la, je veux qu'on la jette dehors. Mon père s'ajouta, essayant de récupérer son rôle de patriarche. En tant que chef de cette famille, j'exige que vous l'emmeniez. Elle est dangereuse. Santiago ne les regarda même pas. Ses yeux balayèrent la salle en une seconde, évaluant les menaces, et se fixèrent sur moi. Il ignora complètement les cris d'Isabella. Il ignora mon père. Il marcha vers le centre de la salle, passant à côté de ma sœur comme si elle était un meuble. L'air se figea. Santiago s'arrêta à 1 mètre de moi. Il claqua ses talons, se redressa et baissa la tête dans un geste de respect profond. « Madame la présidente », dit Santiago, sa voix grave résonnant clairement dans le silence choqué. « Mes hommes sont prêts. Quelles sont vos instructions ?» Isabella laissa tomber son téléphone. L'appareil tomba sur la moquette, mais l'enregistrement continuait, capturant le moment exact où son monde s'arrêta. Ma mère poussa un petit cri étouffé en portant les mains à sa bouche. « Que » balbutia mon père. « Comment tu l'as appelé ?» Santiago se tourna lentement vers eux, le visage de pierre. Je parlais à la propriétaire de l'immeuble, monsieur, à la présidente du conseil d'administration du groupe Aurora. À ma chef. Puis il me regarda de nouveau, attendant mon ordre. Je décroisai les bras. Je regardai Isabella, pâle comme un fantôme, tremblant, les yeux écarquillés fixés sur moi. Isabella, dis-je doucement. Je crois que tu voulais qu'on me sorte à coups de pied. Je fais un pas vers toi, mais il y a un petit problème de logistique. Tu ne peux pas expulser la propriétaire de chez elle. Je montrai le fauteuil de la tête de table, celui en cuir cognac avec les initiales VM. VM, dis-je. Ça ne veut pas dire Very Moral, grande sœur. Ça veut dire Valentina Moral. Je marchai vers la tête de la table. Diego tira le fauteuil pour moi. Je m'assis. Je posai mes mains sur les accoudoirs en cuir, sentant le pouvoir et le confort qui m'appartenaient de droit. Je tournai le fauteuil pour leur faire face. Maintenant, dis-je, ma voix résonnant avec l'autorité de 1000 empires. Parlons de qui a une voix ici. Si le silence avait eu un poids, celui de cette salle aurait écrasé les fondations de la tour Aurora. Pendant 10 secondes interminables, personne ne respira. On entendait seulement le léger bourdonnement du système de climatisation intelligente et le battement accéléré de mon propre cœur dans mes oreilles. Je me calai dans le fauteuil en cuir. C'était ma chaise.
Elle s'adaptait parfaitement à mon dos parce qu'on l'avait faite sur mesure pour moi. De là, la perspective changeait complètement. Je ne voyais plus les dos de ma famille, mais leur visage. Et ce que je voyais, c'était un mélange grotesque de terreur, d'incrédulité et de court-circuit mental. Ma mère, Claudia, fut la première à sortir de la paralysie, même si son esprit refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient. C'est une blague, hein, lâcha-t-elle avec un rire nerveux, aigu et brisé. C'est une caméra cachée. Très drôle, Valentina. Tu as payé des acteurs. Tu as payé ces hommes pour nous faire croire que tu es quelqu'un d'important. Oh, la coquine. Elle se tourna vers Diego, cherchant la validation d'un adulte, raisonnable. Dites-leur d'arrêter, monsieur Riva. On a assez ri. Maintenant, revenons aux affaires sérieuses. Diego ne cligna même pas des yeux. Il resta debout à ma droite, comme un gardien de pierre. Madame Morale, dit Diego avec une douceur mortelle. Je vous assure que mon salaire ne comprend pas la participation à des blagues. Et celui de Santiago et de son équipe tactique encore moins. Isabella, toujours à moitié au sol, commença à se relever, sa robe rouge froissée, son chinon défait. Elle me regardait, non pas avec de la peur, mais avec une haine renouvelée, cherchant une explication, logique, qui ne blesse pas son ego. « Tu as couché avec le propriétaire ?» cracha Isabella en se levant, en me montrant du doigt. « C'est ça. Tu es la maîtresse, c'est pour ça que tu as accès. Tu as embobiné un vieux riche pour qu'il te laisse jouer à la chef. Tu es une n'importe qui. » L'insulte rebondit contre les vitres. Santiago fit un pas en avant, sa main se dirigeant instinctivement vers sa ceinture, mais je levai la main pour l'arrêter. « Laisse, ordonnai-je calmement. Laisse-la sortir tout son venin. C'est fascinant de voir comment son cerveau fonctionne. » Je me penchai légèrement en avant, posant les coudes sur la table en noyer. « Isabella, ton imagination est aussi limitée que ta capacité à gérer une entreprise. Il n'y a pas de vieux millionnaire. Il n'y a pas de amant. » Je posai le bout de mes doigts sur la table. « Il y a 8 ans, quand vous êtes parti en voyage en Europe et que vous m'avez laissé seul à Noël pour garder la maison, j'ai utilisé l'argent que j'avais économisé en nettoyant des bureaux pour investir dans mon premier immeuble, dans la Colonia Roma. Il était en ruine. J'ai dormi par terre pendant 6 mois pendant que je le rénovais avec mes propres mains. J'ai poncé le parquet, j'ai peint les murs, j'ai installé la plomberie. Mes parents me regardaient comme si je parlais une langue étrangère. Je l'ai vendu 3 fois son prix. Puis j'ai tout réinvesti. J'en ai acheté 2 autres. Ensuite un petit hôtel à Oaxaca, puis un autre à San Miguel de Allende. Pendant que toi, Isabella, tu dépensais l'argent de la famille en sacs contrefaits et en fêtes de networking, moi, je construisais un vrai réseau. Pendant que papa jouait au golf, j'étudiais la finance d'entreprise le soir. Je sortis une carte de ma poche. Ce n'était pas une carte de visite normale. C'était une carte en métal noir, lourde, avec le logo Aurora gravé en or. Je la fis glisser sur la table jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant mon père. Le groupe Aurora n'a pas de propriétaire caché, papa. Aurora, c'est moi. Ce nom te dit quelque chose? Mon père regarda la carte, puis moi, les yeux vitreux. Aurora, murmura-t-il. Ah comment? Comme ta grand-mère. Comme grand-mère, oui, terminai-je. Son deuxième prénom était Aurora. Sophia Aurora. J'ai donné son nom à l'empire qu'elle m'a inspiré. Mon père s'effondra sur sa chaise. La réalité venait de le frapper. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une mise en scène. Sa fille cadette, l'inutile, la moche, la ratée, était la propriétaire de l'immeuble où il était assis, et avait probablement plus d'argent que tout ce qu'il avait gagné de sa vie. Mais pourquoi, balbutia ma mère, des larmes de frustration aux yeux. Pourquoi tu ne nous as rien dit? On aurait pu le savoir. On aurait pu vivre comme des rois. Tu nous as laissé vivre avec des miettes pendant que tu nageais dans l'or. Égoïste. Mauvaise fille. Je ris, une courte fois, sans joie. Vous le dire, répétai-je. Maman, si je vous avais dit que j'avais 10 pesos, Isabella m'en aurait demandé 5 et toi, tu m'aurais pris les 5 restants pour me les garder. Si vous aviez su pour mon succès, vous m'auriez vidé. Vous auriez transformé mon travail en distributeur automatique. Vous auriez détruit Aurora comme vous avez détruit Moral Events. Je me levai.
Le fauteuil de cuir émit un léger craquement. Votre invisibilité pour moi a été mon bouclier. Vous avez voulu me rendre invisible pour me faire honte, mais vous m'avez offert le plus grand cadeau, la liberté de grandir sans votre poids sur mes épaules. Isabella tapa sur la table, coupant mon moment. Assez de discours de telenovela, hurla-t-elle, même si sa voix tremblait. Je m'en fiche que tu sois propriétaire ou reine d'Angleterre. Nous sommes ta famille. Légalement, tu as des obligations. Papa, dis quelque chose. Dis-lui qu'elle doit nous donner l'argent. C'est notre droit. Je regardais Diego et hochai la tête. Le Diego, s'il te plaît. On passe à l'audit du ressentiment. Voyons un peu de quel droit ma sœur parle. Diego connecta sa tablette au système. L'écran géant derrière moi changea. On ne voyait plus le logo d'Aurora, mais une liste détaillée, un tableau clair, qui brillait de chiffres en rouge. Ce que vous allez voir maintenant, dit Diego. C'est la raison pour laquelle non seulement vous n'aurez pas d'investissement, mais aussi pourquoi vous avez de sérieux problèmes juridiques. Juridiques, demanda mon père, de plus en plus pâle. Oui, Hector, dis-je en me rasseyant, les jambes croisées. Parce qu'en regardant les comptes de l'entreprise que vous vouliez me vendre, j'ai découvert bien des choses. Isabella n'est pas juste incompétente, c'est une voleuse. Et toi, papa, tu es son complice par négligence. Je pointai l'écran. Commençons. L'écran s'illumina brutalement, affichant un tableau qui mettait à nu les péchés financiers de ma famille. Pour un œil non formé, ce n'était que des colonnes et des lignes. Pour moi, et maintenant pour eux, c'était la chronique d'une trahison annoncée. Le numéro 1, annonça Diego, sa voix semblable à celle d'un juge. Le 15 février de cette année. Retrait d'espèces du compte opérationnel de Moral Events, 150 000 pesos. Concept enregistré dans les livres, paiement à fournisseur d'éclairage. Diego fit glisser son doigt sur la tablette, l'image changea. Apparut alors une photo Instagram. Isabella sur un yacht à Tulum, une bouteille de champagne à la main, entourée d'amis inconnus. La légende disait, vivant ma meilleure vie. #bossbab #selfmade. La réalité, continua Diego. Le retrait a été tracé jusqu'à une agence de voyage de luxe et un service de location de yacht privé. Aucune lumière, à part celle du soleil des Caraïbes. Isabella devint rouge comme sa robe. C'était un voyage d'affaires, hurla-t-elle. Je visitais des lieux potentiels pour des mariages. C'est de la recherche de marché. Il n'y a aucun rapport de visite, aucun contrat, aucune facture au nom de l'entreprise, répondit Diego. Seulement des factures d'alcool et de massage. Ça s'appelle de la malversation de fonds, mademoiselle Moral. Le numéro 2, continua Diego. Carte corporate American Express assignée à monsieur Hector Moral. Dépenses accumulées au dernier trimestre, 300 000 pesos. À l'écran, des scans des relevés. Restaurant El Cardenal, 15 000 pesos. Club de golf Chapultepec, 120 000 pesos. Boutique de montres de luxe, 85 000 pesos. Mon père se ratatina dans sa chaise, essayant de se faire petit. Hector, dis-je en le regardant avec déception. Une montre à 85 000 pesos pendant que tu disais aux employés qu'il n'y avait pas d'argent pour leur prime de Noël. Je devais garder les apparences, balbutia-t-il en sueur. Un CEO ne peut pas porter une Casio, Valentina. Tu ne comprends pas le monde des affaires. Je comprends que la fraude est un délit fédéral, papa, coupai-je. Et je comprends qu'utiliser l'argent de l'entreprise pour des dépenses personnelles sans les déclarer comme revenus, c'est de l'évasion fiscale. Le fisc serait ravi de voir ces chiffres. Ma mère intervint, essayant de détourner. Bon, on a un peu exagéré, c'est vrai. Tout le monde fait des erreurs. Mais on est la famille. Toi, tu as tellement d'argent, regarde tout ça, dit-elle en montrant la salle. Tu pourrais couvrir ces dépenses avec ce que tu as dans ton sac. Qu'est-ce que ça te coûte? Nettoie les comptes et voilà. Ce que ça me coûte, répétai-je, sentant brûler quelque chose dans ma poitrine. Ça me coûte ma dignité, maman. Ça me coûte de valider vos vols. Je fis signe à Diego de passer à la diapo finale. Mais le pire, ce n'est même pas ce que vous avez dépensé, dis-je, ma voix devenant dangereuse. Le pire, c'est d'où vous avez pris de l'argent quand les comptes étaient vides. À l'écran, un document bancaire, un prêt. Il y a 6 mois, vous avez falsifié ma signature, dis-je.
Le silence fut total. Isabella cessa même de respirer un instant. Vous avez pris un prêt de salaire à mon nom, en utilisant mes vieux papiers que vous aviez gardés à la maison. 200 000 pesos. J'ai reçu l'alerte du bureau de crédit il y a 2 semaines. Au début, j'ai pensé à une erreur. Puis j'ai enquêté sur l'adresse IP d'où on avait fait la demande. Je pointai Isabella. Là elle venait de ton iPhone, grande sœur. Isabella ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Je comptais le rembourser, marmonna-t-elle. C'était temporaire. J'avais juste besoin de liquidité pour des chaussures. Pour des chaussures, répétai-je, incrédule. Tu as commis une fraude d'identité et tu m'as endetté pour des chaussures. C'était une édition limitée, cria-t-elle, comme si c'était une justification. Tu ne peux pas comprendre. En plus, tu as du travail. Tu pouvais payer petit à petit. Tu ne l'aurais même pas remarqué. Je me levai brusquement. Le fauteuil en cuir recula. C'est un crime, Isabella. Pas une bêtise. Un crime. Du vol d'identité. Je pourrais t'envoyer en prison maintenant, tout de suite. J'ai les preuves, l'IP, le suivi de l'argent. Isabella se mit à pleurer, mais ce n'était pas du repentir, seulement la peur d'être prise. Papa, c'est moi. Dis-lui quelque chose. Dis-lui de ne pas me faire ça. C'est ta fille. Défends-moi. Mon père, acculé, tenta sa dernière carte, celle de la culpabilité. Valentina. Fille, ne sois pas extrême. Ta sœur a fait une erreur, oui, mais tu ne peux pas faire ça à ton propre sang. La prison, c'est pour les criminels, pas pour des filles comme Isabella. Isabella est une criminelle, dis-je froidement. Et toi aussi. Je me tournai vers Santiago. Et capitaine, on passe au protocole de récupération d'actifs. Santiago hocha la tête et donna un ordre dans son oreillette. 2 gardes s'approchèrent de la table. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, demanda ma mère en serrant son sac contrefait. On va récupérer ce qui est dû, dis-je. Puisque vous n'avez pas de liquidité, nous prendrons les actifs en nature. Diego s'approcha d'Isabella et tendit la main. Les clés, s'il vous plaît. Quelles clés, hurla-t-elle. Les clés de la BMW série 3 qui est au Valet Parking, dit Diego. Elle est au nom de Moral Events. Le groupe Aurora vient d'exécuter la clause de garantie pour insolvabilité. Cette voiture nous appartient désormais. Non, cria Isabella. C'est ma voiture, mon bébé. Vous ne pouvez pas la prendre. Techniquement, c'est un actif d'entreprise mal utilisé, corrigea Diego. Les clés. Ou nous appelons la dépanneuse pour qu'elle la tire dehors. Vous choisissez si vous voulez descendre à pied ou en faisant un scandale. Isabella regarda les gardes, grands, impassibles. Les mains tremblantes, elle sortit les clés de son sac et les jeta sur la table. Je te hais, siffla-t-elle. Je te hais de toute mon âme. Le sentiment est réciproque, répondis-je. Mais moi, j'ai les clés. Je pris le porte-clés. Ensuite. Papa, la montre. Mon père couvrit instinctivement son poignet. Non, c'est personnel. Elle a été achetée avec la carte de l'entreprise il y a 3 mois. Elle n'est pas payée. Elle appartient à l'entreprise. Valentina, s'il te plaît, supplia-t-il, sa dignité s'effritant. Sans cette montre, je ne suis personne au club. Ils vont se moquer de moi. Ils se moquent déjà de toi, papa, dis-je tristement. Ils savent que tu n'as pas d'argent et que tu vis de l'apparence. Donne-la, et évite l'humiliation qu'on te la retire de force. Lentement, les yeux remplis de larmes, il détacha la montre et la posa sur la table. Le bruit du métal sur le bois fut le son de son ego qui se brise. Maman, dis-je. La carte de crédit supplémentaire que papa t'a donnée, liée au compte de l'entreprise. Mais je dois aller au supermarché, gémit-elle. La carte. Elle la posa sur la table. Je regardai le petit tas pathétique d'objets, un jeu de clés, une montre trop voyante, une carte noire. C'était tout ce qu'ils étaient, des choses, achetées avec des mensonges. Ça couvre à peine 5% de ce que vous avez volé, dis-je. Mais c'est un début. Je regardais ma famille. Ils étaient dépouillés, sans voiture, sans bling-bling, sans pouvoir. 3 petites personnes dans une salle immense.
Maintenant, dis-je en montrant la porte. Dehors. Hors de mon immeuble. Comment ça, dehors, demanda mon père, la voix brisée. Tu ne vas même pas nous donner de quoi prendre un taxi? Tu nous as pris la voiture. Vous avez des jambes, répondis-je, insensible à leur pitié manipulatrice. Et vous avez la santé. C'est plus que ce que beaucoup ont. Marcher vous fera du bien. Peut-être que vous toucherez un peu la réalité. Mais tu ne peux pas nous faire ça, pleura Isabella. Il y a des gens importants en bas. S'ils me voient sortir sans ma voiture, ils vont penser? Et qu'ils vont penser que tu es piétonne, me moquai-je. Quelle horreur, hein? Être une parmi les autres. Je fis signe à Santiago. Raccompagne-les jusqu'à la sortie et assure-toi qu'ils ne prennent rien de plus. Pas même un stylo Aurora. Attends, cria ma mère. On ne peut pas sortir par le lobby principal. Ils vont nous voir. S'il te plaît, Valentina, aie un peu de pitié pour notre image publique. Laisse-nous sortir par le parking privé. J'y pensais un moment. Je pouvais être magnanime, leur laisser une dernière petite dose de dignité. Je regardais Isabella. Elle avait toujours ce regard de rancune, comme si elle planifiait déjà sa vengeance. Je regardais mon père, qui pleurait sa montre, pas sa fille. Non. Pas de sortie privée, dis-je. Pas de cachette. Je m'approchai d'eux. Pendant des années, vous m'avez fait entrer par la porte de service au fait pour que vos invités ne me voient pas. Vous m'avez caché comme un secret sale. Aujourd'hui, vous allez sortir par la grande porte. Je veux que tout le monde vous voie. Tu es le diable, murmura ma mère. Je suis la justice, maman. Et la justice, parfois, brûle. Je me tournai vers Diego. Annule leur badge visiteur et mets-les sur liste noire dans le réseau de sécurité de tous les hôtels du groupe Aurora dans le pays. S'ils essaient d'entrer dans l'un de mes hôtels, même juste pour aller aux toilettes, je veux qu'une alarme silencieuse sonne et qu'on les fasse sortir. Bien reçu, chef. En route, ordonna Santiago à ses hommes. Les gardes entourèrent ma famille. Ils ne les touchèrent pas, mais leur simple présence formait un mur qui les poussait vers la porte. Ne me touche pas, cria Isabella quand un garde se rapprocha trop. Je peux marcher toute seule. Ils sortirent de la salle. Je les suivis à distance avec Diego à mes côtés. Dans le couloir, la scène était pathétique. Mon père marchait voûté, regardant le sol. Ma mère cachait son visage sous son chapeau, en sanglotant. Isabella essayait de garder la tête haute, mais son mascara coulait et sa démarche hésitante sur ses talons la trahissait. Nous arrivâmes aux ascenseurs. Mon père se dirigea automatiquement vers l'ascenseur privé en verre. Non, dit Santiago en lui barrant le passage. Celui-là est pour les exécutifs. Il pointa une porte grise au fond du couloir, presque invisible. Vous descendez par le monte-charge de service. Quoi? Isabella s'arrêta net. Celui où on met les poubelles? Tu es folle? Ça pue. Je ne monte pas là-dedans. Je m'approchai, lentement. C'est ironique, non, dis-je. Il y a une demi-heure, dans l'ascenseur privé, vous disiez que je sentais mauvais et vous m'avez envoyé dans le coin. Maintenant, c'est vous qui descendez avec les sacs poubelles de l'hôtel. Je trouve ça poétique. Valentina, s'il te plaît, supplia mon père. Aie un peu de respect pour tes parents. Le respect se gagne, Hector. Et le monte-charge est le seul qui descend jusqu'au niveau rue sans passer par le lobby VIP. Si vous voulez sortir aujourd'hui, c'est par là. Santiago ouvrit la porte grise. L'intérieur était grand, en métal rayé, et sentait un peu le désinfectant industriel et les restes de nourriture. Il y avait un chariot de serviettes sales dans un coin. À l'intérieur, ordonna Santiago. Ils hésitèrent. C'était le plus long moment de leur vie, choisir entre leur orgueil et la seule sortie possible. Finalement, mon père baissa la tête et entra. Ma mère le suivit en gémissant. Isabella me lança un dernier regard rempli de poison. Ça ne restera pas comme ça, Valentina. Je vais dire à tout le monde qui tu es vraiment. Fais-le, souris-je. Dis-leur que je suis la propriétaire d'Aurora. Dis-leur que je suis millionnaire. Dis-leur que j'ai le pouvoir. S'il te plaît, Isabella, fais-moi de la pub. J'adore la presse gratuite.
Elle serra les dents et entra, en prenant soin que sa robe ne touche pas le chariot de serviette. Les lourdes portes métalliques commencèrent à se fermer. La dernière chose que je vis fut le visage de ma mère, masque de tragédie grecque, et mon père regardant son poignet nu, là où sa montre brillait avant. Clang. Ils étaient partis. Je restais là, devant les portes fermées. Le Diego, dis-je sans me retourner. Oui, chef. Assure-toi que la caméra du monte-charge enregistre. Je veux garder cette vidéo dans mes archives personnelles. Appelle la descente. C'est fait. Je soupirai, et pour la première fois de la matinée, mes épaules se détendirent. Je me sentais légère, comme si j'avais enlevé une armure de plomb que je portais depuis mon enfance. Ça va, Val, demanda Diego, brisant le protocole en utilisant mon surnom. Je vais mieux que bien, Diego, répondis-je en regardant par la grande vitre sur la ville. Je suis libre. Mais ce n'était pas encore fini. Il restait la dernière scène, les voir sortir dans la rue. J'avais besoin de les voir redevenir piétons dans le monde réel, en dehors de ma bulle climatisée. Allons au balcon du 2e étage, dis-je. Je veux voir le final. Nous sommes descendus au second, où se trouve la terrasse du restaurant principal, un endroit parfait pour voir l'entrée de l'hôtel et l'avenue. Je me plaçais derrière de grandes plantes pour ne pas être vu d'en bas, même si je doutais qu'ils lèvent les yeux. La honte leur garderait les yeux braqués sur le trottoir. Quelques minutes passèrent, le temps que le monte-charge descende 50 étages. Finalement, la porte latérale de l'immeuble s'ouvrit. Ils sortirent. Le soleil de midi à Mexico est impitoyable. Il n'a pas de filtre Instagram. Il est dur, blanc, et montre chaque défaut. En sortant du frais contrôlé de l'hôtel, la chaleur et le bruit de l'avenue Reforma les frappèrent comme une claque. Je les vis cligner des yeux, désorientés. Isabella vacilla. Un de ses talons se coinça dans une fissure du trottoir. Elle lâcha le bras de ma mère pour ne pas tomber, en jurant. Sans voiture garée avec la clim allumée, sans valet pour ouvrir la porte, ils ressemblaient à des poissons hors de l'eau. Regarde ça, murmurai-je pour moi-même. Un groom de l'hôtel, portant les valises d'un vrai client vers un taxi, passa près d'eux. Mon père essaya de l'interpeller en faisant un geste impérial, sûrement pour lui demander un transport. Le groom, qui avait sûrement reçu l'alerte de sécurité dans son oreillette, l'ignora complètement. Il continua son chemin, comme s'ils étaient invisibles. Justice poétique. Maintenant, c'étaient eux, les invisibles. Ils tentèrent d'arrêter un taxi. Mon père leva la main. Un taxi libre passa. Il ralentit, vit le visage enragé d'Isabella et l'attitude désespérée de mon père, puis accéléra. Personne ne veut de passagers qui ont l'air d'avoir été expulsés d'un enterrement ou d'une bagarre. Isabella sortit son téléphone pour appeler un Uber. Et Diego, demandai-je. Tu as aussi bloqué le compte Uber familial lié à la carte de la société? Diego sourit, les yeux sur sa tablette. Bien sûr. Et aussi Uber Eats, Rappi, tout ce qui était relié à cette carte corporate. Tout est mort. En bas, je vis Isabella tapoter furieusement sur son écran. Puis elle frappa le téléphone contre sa cuisse, en criant. Un moyen de paiement refusé, devina Diego. Exact. Ils durent marcher. Ils n'avaient pas d'autre choix. Marcher sous le soleil jusqu'à la station de métro la plus proche, ou jusqu'à trouver un distributeur avec une carte de débit personnel qui aurait encore un peu d'argent. Isabella enleva ses chaussures. Voilà la princesse, l'héritière, marchant pieds nus sur le trottoir chaud de Mexico, sa robe rouge traînant dans la poussière. Ma mère essayait de la couvrir avec son corps, mais c'était inutile. Les gens les regardaient en passant. Certains riaient, d'autres les évitaient comme un obstacle de plus sur le trottoir. Ils s'éloignèrent petit à petit, devenant des petits points de couleur triste dans la marée grise de la ville. Le costume gris de mon père, la tenue rose de ma mère, le rouge agressif d'Isabella, jusqu'à ce qu'ils tournent au coin de la rue et disparaissent. Je sentis un vide étrange dans l'estomac. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était le vide qu'on sent quand on retire une tumeur. Ça fait mal, ça saigne un peu, mais tu sais que c'était nécessaire pour survivre. C'est fini, dis-je. Diego hocha la tête. C'est fini, chef. Vous voulez que je commande le déjeuner? Non, dis-je. Je veux aller à Coyoacán, à la maison de grand-mère. Je dois vérifier qu'elle est toujours là.
Je dois toucher ces murs pour être sûr que je l'ai sauvé. Le trajet jusqu'à Coyoacán dans ma voiture blindée se fit en silence. Je regardais par la vitre teintée, en voyant la ville défiler, en pensant à la manière dont ma vie avait changé en 3 heures seulement. Je n'étais plus la fille soumise. J'étais la matriarche implacable. Quand nous sommes arrivés rue Francisco Sosa, mon cœur a explosé dans ma poitrine. La maison de grand-mère Sofia était une ancienne construction coloniale, avec des murs épais en adobe peint en jaune ocre et un grand portail en bois lourd. Des bougainvillées roses retombaient du mur comme une cascade de fleurs. Je descendis, pris mon trousseau de clés. Pas les cartes électroniques de mon empire, mais une vieille clé en fer, lourde et un peu rouillée. J'ouvris le portail. Le grincement des gonds fut comme de la musique. J'entrai dans la cour. Elle était un peu négligée. Il y avait des feuilles mortes dans la fontaine en pierre, à sec. Mes parents avaient arrêté de payer le jardinier depuis des mois, évidemment. Je marchai jusqu'à la porte principale. L'air sentait l'humidité, le bois ancien et les souvenirs. J'entrai dans le salon. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, comme des fantômes en attente de revenir à la vie. Mes parents ne venaient jamais ici. Ils détestaient les choses vieilles. Ils voulaient juste la vendre pour acheter un appartement moderne à Santa Fe. Je soulevai un drap, révélant le vieux canapé en velours vert où grand-mère s'asseyait pour tricoter mes pulls. Je m'assis dessus. Un nuage de poussière se leva et dansa dans un rayon de lumière. Je fermai les yeux. Courageuse, ma fille. Tu dois être courageuse. Eux sont faibles. Ton père a peur. Ta sœur a de la jalousie. Mais toi, tu as du feu. Ne les laisse pas l'éteindre. J'entendis sa voix dans ma mémoire. Je ne les ai pas laissés m'éteindre, Abuela, murmurai-je. J'ai brûlé le pont. J'ai tout brûlé. À ce moment-là, mon vieux téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis. Un message vocal de maman. J'hésitais. Mon doigt resta au-dessus du bouton « Supprimer ». Je savais ce qu'elle allait dire. Je savais que ça allait faire mal. Mais une partie de moi, ou la partie masochiste ou peut-être celle qui avait besoin d'être sûre d'avoir pris la bonne décision, voulait l'entendre. Je mis le haut-parleur. La voix de ma mère remplit le salon vide, déformé par les pleurs et le bruit de la rue. Valentina. Sanglotait-elle. Je ne sais pas où tu es. On est dans un parc. Ton père a la tension qui monte. Isabella a les pieds en sang. On entendait le trafic au fond. Fille, s'il te plaît. On a compris la leçon. Tu es puissante. Tu as gagné. Bravo. Tu es contente? Tu nous as humiliés. Maintenant, s'il te plaît, envoie-nous une voiture ou dépose quelque chose. On n'a aucun moyen de rentrer à la maison. Les gens nous regardent mal. Sa voix changea, devint agressive. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Je suis ta mère. Je t'ai changé tes couches. Dieu va te punir pour ça, Valentina. L'argent n'achète pas le pardon de Dieu. Sa voix se brisa de nouveau. S'il te plaît, ma fille, juste 500 pesos pour le taxi, s'il te plaît. Le message se termina. Je regardai le téléphone. 500 pesos. Le prix de leur dignité. Après avoir essayé de me voler des millions, après avoir voulu vendre cette maison, maintenant il mendiait 500 pesos. La manipulation était parfaite, culpabilité, agressivité, victimisation, religion, tout en 1 minute. L'argent n'achète pas le pardon de Dieu. Peut-être. Mais il achète la paix mentale. Je me levai du canapé. Je marchai jusqu'à la cheminée, où se trouvait une vieille photo de grand-mère me portant bébé. À côté d'elle, Isabella faisait une crise parce qu'on ne la portait pas. L'histoire de nos vies. Les Diego, dis-je en l'appelant. Oui, chef. Envoie-leur un Uber. Un seul. À la localisation que je vais t'envoyer. Vous êtes sûr, demanda Diego, surpris. Après tout ce qu'ils ont dit. Oui. Qu'ils les ramènent chez eux. Mais fais-le passer sur le compte aux charités. Et Diego. Assure-toi que le chauffeur sait que c'est un trajet aller simple. Et bloque le numéro de maman une fois que tu as la confirmation qu'ils sont montés dans la voiture. Compris? Bien reçu. Autre chose? Oui.
Envoie demain matin très tôt une équipe de ménage et de jardiniers à la maison de Coyoacan. Je vais emménager ici, dans la vieille maison. Mais chef, vous avez le penthouse. Le penthouse, c'est mon bureau. Ici, c'est ma maison. Il est temps de lui redonner vie. Je raccrochais. Je regardais la photo de grand-mère. Ils ne vont plus vendre ta maison, Abuela. Maintenant, elle est à moi. Et plus jamais personne ne me dira où j'ai le droit de m'asseoir dedans. Je sortis dans le jardin. Le soleil commençait à descendre, illuminant les murs jaunes d'une lumière dorée et douce. J'enlevai mes chaussures de créateur et posai mes pieds nus sur l'herbe sèche. Je sentis la terre. Elle était réelle. 3 mois plus tard, l'inauguration de l'aile rénovée de Casa de Luz fut l'événement de l'année. La presse était là, les flashs illuminaient la nuit. Politique, célébrité, magnat. Tout le monde voulait voir ce que la mystérieuse Valentina Moral avait fait de son empire. Je ne me cachais plus. Mon nom était sur l'invitation. Mon visage était en couverture du magazine économique du mois, sous le titre « La force silencieuse, comment Valentina Moral a construit un empire dans l'ombre ». Je portais une robe de soirée bleu nuit, dessinée sur mesure pour moi. Cette fois, je portais des bijoux, un collier de diamants discrets qui brillait comme des étoiles. Je marchais parmi les invités, saluant, souriant. Je me sentais bien dans ma peau. Je n'étais plus l'ombre dans le coin, j'étais le centre de gravité. Valentina. Une voix familière m'appela. C'était tonton Gustavo, le frère de mon père, le seul qui avait été gentil avec moi avant. Tonton, dis-je en le serrant dans mes bras. Merci d'être venu. Tu es radieuse, ma fille, dit-il, les yeux brillants. Ta grand-mère serait tellement fière. Merci, tonton. Dis-moi, dit-il en baissant la voix, gêné. Ton père m'a appelé hier. Je me raidis un peu, mais je ne perdis pas mon sourire. Ah oui? Comment vont-ils? Mal, admit Gustavo. Ils ont perdu la maison de Loma. La banque l'a reprise la semaine dernière. Maintenant ils vivent dans un appart loué dans la Colonia Doctor. Il est petit. Je hochai la tête. Je savais déjà tout ça. Mes avocats me tenaient informé. Et Isabella travaille dans un call center, ajouta Gustavo, en secouant la tête. Là elle vend des abonnements téléphoniques. Elle dit que c'est temporaire, qu'elle va lancer une start-up bientôt, mais bon, tu la connais. Un call center. L'ironie était parfaite. Isabella, qui détestait parler avec des inférieurs, passait maintenant 8 heures par jour à écouter des clients en colère en lisant un script. Elle, qui disait que je n'avais pas de voix, n'avait plus que celle qu'on lui écrivait. Ils m'ont demandé de te demander s'ils pouvaient venir ce soir, dit Gustavo. Ils disent qu'ils veulent te demander pardon, qu'ils veulent arranger les choses. Je regardais ma fête, mes employés qui se tenaient droit, fiers de travailler pour une chef qui les respectait. Je regardais Diego, en train de trinquer avec des investisseurs japonais. Je pensais à mes parents et à ma sœur. Je pensais au pardon. Le pardon est une chose étrange. On nous apprend que c'est nécessaire pour guérir. Mais parfois, pardonner ne veut pas dire rouvrir la porte. Parfois, pardonner, c'est accepter que les gens sont ce qu'ils sont, leur souhaiter de trouver leur chemin, et garder la porte fermée à double tour pour qu'ils ne viennent plus brûler ta maison. Et dis-leur non, tonton, dis-je doucement. Gustavo sembla soulagé. Tu fais bien, ma fille. Tu fais bien. Dis-leur que j'accepte leurs excuses, où qu'ils soient. Mais ma table? Je montrai la table principale du banquet, avec ma place d'honneur. Ma table est déjà pleine. Pleine de gens qui me valorisent pour ce que je suis, pas pour ce que je peux leur donner. Je m'éloignai de lui et marchai vers le balcon. Mexico brillait en bas, un océan de lumière. Je sortis mon téléphone, ouvris l'appli de la banque, et fis un virement. Pas à mes parents. Pas à Isabella. Je payai les frais d'université de la fille de Roberto, le responsable du lobby, celui qui avait gardé mon secret ce jour-là dans l'ascenseur. Je rangeai le téléphone. Je me rappelais le tabouret en plastique noir. Je me rappelais le coin. Beaucoup de gens ont peur de commencer à zéro. Ils ont peur d'être le zéro à gauche. Mais moi, j'avais appris un secret, le zéro est le chiffre le plus puissant, si tu sais où te placer. Le zéro, c'est l'origine. Le zéro,
c'est le potentiel infini. Ils ont voulu faire de moi un rien, et en le faisant, ils m'ont forcé à devenir tout. Je levai ma coupe de champagne vers la lune. À ta santé, Isabella, murmurai-je dans le vent. Merci de m'avoir enlevé la chaise. Tu m'as obligé à construire mon propre trône. Je bus une gorgée. Le champagne était frais et doux. Il avait le goût de la victoire. Je me retournai et revins à la fête, là où ma voix, enfin, se faisait entendre forte et claire. Et voilà, c'est mon histoire. Parfois, la famille, ce n'est pas le sang, mais ceux qui restent à tes côtés quand tu es dans le coin. Si un jour tu t'es senti comme la brebis noire, comme le zéro à gauche, rappelle-toi, la place que tu occupes aujourd'hui ne définit pas où tu seras demain. C'est toi qui définis ta valeur. Si tu as aimé voir le karma mettre chacun à sa place, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Et dis-moi en commentaire, est-ce que j'ai bien fait de ne pas les laisser entrer à la fête finale ou est-ce que j'ai été trop dur avec ma propre famille? Je te lirai. À la prochaine histoire.